Un chiffre s'efface, un autre surgit, et le Sahel bascule comme sous un courant invisible. Entre l'effondrement annoncé et l'essor discret de milliers d'initiatives locales, l'écart surprend par sa vitesse autant que par sa cohérence naissante. Que doit comprendre un observateur lorsqu'il voit ce glissement se cristalliser autour d'Ibrahim Traoré, là où l'on n'attendait qu'un désert figé? Une frontière semble s'ouvrir, brève mais décisive. Ce récit propose une promesse claire: comprendre comment une région longtemps décrite comme fragile parvient à transformer ses contraintes en levier d'action mesurable. Le bénéfice est net: une grille de lecture robuste, 10 à 12 mots, pour suivre une autonomie qui se construit. En examinant les gestes minuscules qui ont précédé les annonces publiques, la vidéo invite le spectateur à relier logistique, énergie, données et décisions locales sans les isoler dans des cases figées. On y voit des enseignants troquer des cartes pour des lignes de code, des ateliers improvisés devenir des foyers d'innovation, des coopératives réinventer la manière de produire et de partager l'électricité. Ce déplacement oblige à reconsidérer la façon dont on évalue le pouvoir dans le Sahel, non plus un catalogue d'alertes, mais une succession d'ajustements qui révèlent une architecture nouvelle. Et si l'enjeu réel n'était pas la rupture, mais la persistance? Cette question agit comme un micro-signe d'alarme. Comprendre ce qui dure permet d'anticiper ce qui pourrait s'étendre. Un détail frappe d'emblée: en moins de 3 années, des initiatives isolées ont modifié la texture même du Sahel plus sûrement que plusieurs décennies d'interventions extérieures. Un autre constat suit immédiatement, presque en contradiction. Cette bascule n'a pas été déclenchée par un sommet officiel, mais par une série de gestes minuscules reproduits d'un atelier à l'autre. À partir de là, le récit s'ouvre comme une chaîne causale que la vidéo expose sans emphase. Un enseignant du Niger abandonne les cartes physiques pour initier ses élèves au code, ce qui pousse certains d'entre eux à monter de petites unités numériques, qui finissent à leur tour par alimenter des hubs plus vastes. Dans un autre pays, un mécanicien du Burkina Faso assemble un drone à partir d'un ventilateur cassé. L'objet vole d'abord quelques mètres, mais prouve qu'un outil de surveillance autrefois importé peut naître d'une poignée de pièces recyclées. La circulation de ces idées déclenche un glissement imperceptible. Ce qui était exceptionnel devient reproductible et ce qui était reproductible devient transmissible. La vidéo met alors en évidence un phénomène rarement décrit: quand des milliers d'acteurs ordinaires changent chacun un élément minuscule de leur quotidien, ils finissent par déplacer la ligne de force politique, y compris autour de figures comme Ibrahim Traoré, qui voient ces pratiques locales nourrir des décisions plus larges. La période 2020-2023 sert de toile de fond: retrait militaire, hésitation gouvernementale, volatilité de l'aide. Pourtant, dans cette incertitude, un langage nouveau s'installe. Les marchés se remplissent d'outils conçus localement. Les paysans échangent des semences directement, sans circuit lointain. Des applications circulent de village en village, ajoutant une couche de données là où régnait l'intuition. Ce changement ne remplace pas les difficultés, mais reconfigure leurs contours. Une région autrefois décrite comme dépendante fabrique progressivement ses propres repères. L'impact initial reste modeste, mais il est visible. Des villages demeurent, des jeunes restent pour créer, des familles misent sur l'énergie du soleil plutôt que sur le bruit des générateurs. Ainsi, la vidéo situe la transformation non dans une annonce spectaculaire, mais dans une accumulation d'inflexions qui, mises bout à bout, dessinent un tournant durable. Le récit ramène ensuite le spectateur vers des visages précis, ceux qui donnent une forme humaine aux mutations décrites. Le premier apparaît dans une rue poussiéreuse de Ouagadougou, un vieux commerçant qui raconte comment, autrefois,
Ses journées dépendaient entièrement des camions venus du Nord. Son petit-fils, lui, attend aujourd'hui une connexion plutôt qu'un convoi pour vendre, apprendre ou négocier. Cette scène brève agit comme une capsule d'époque. Elle montre comment un changement matériel, la circulation de données, altère la perception même de l'attente et de l'autonomie. Un second personnage occupe le cadre, un mécanicien burkinabé qui a appris à souder en réparant des ventilateurs. Dans son atelier improvisé, il assemble désormais des drones destinés non à imposer un contrôle extérieur, mais à surveiller des récoltes ou sécuriser des villages dispersés. Chaque engin repose sur des pièces récupérées, preuve qu'une innovation peut naître sans infrastructure massive. Ce micro-case illustre la manière dont l'ingéniosité individuelle devient une ressource collective lorsque ses résultats sont partagés, répliqués, puis amplifiés. La vidéo élargit ensuite le regard vers une coopérative malienne fondée par une mère de famille. Grâce à un ensemble de panneaux solaires installés à moindre coût, elle alimente plusieurs écoles rurales. Ce geste simple modifie des habitudes ancrées. Les enfants étudient plus tard, les enseignants planifient autrement, les familles adaptent leur rythme quotidien. Le progrès ne se manifeste pas par une rupture spectaculaire, mais par une accumulation de minutes gagnées, de lumière stable, de décisions rendues possibles. Ces trajectoires individuelles se combinent pour produire un effet discret mais structurant. L'autonomie devient observable avant d'être proclamée. Comprendre l'impact, c'est suivre les usages. Tout commence par une série d'actes minuscules qui, mis bout à bout, créent un effet d'entraînement inattendu. Un enseignant remplace les cartes par du code. Un mécanicien transforme de la ferraille en drone fonctionnel. Une mère fonde une coopérative solaire qui alimente 3 villages. Ces gestes paraissent ordinaires, mais ils modifient silencieusement le terrain. Chaque atelier devient un foyer d'expérimentation. Chaque classe improvisée devient un réacteur d'idées. Les échanges entre villages s'intensifient non par caravane, mais par données. Les marchés accueillent de nouveaux objets conçus localement. Les paysans échangent semences, outils, applications. La dépendance s'effrite par microfragments. La vidéo montre ce mouvement sans emphase, comme un courant souterrain. Autour d'Ibrahim Traoré, ce glissement donne une cohérence inattendue à des décisions que l'on croyait purement politiques. Puis survient un geste plus net, non spectaculaire, mais décisif. La signature de l'Alliance des États du Sahel dans une salle sobre de Niamey. 3 drapeaux, 3 hommes, une feuille, rien d'autre. Le général Salifou Modi, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, penchés au-dessus d'un texte conçu sans tutorat extérieur. Le moment est court, mais il concentre une trajectoire entière. Les radios le diffusent avant même qu'il ne soit officialisé. Dans les marchés, les mosquées, les écoles, un murmure circule. La décision vient de l'intérieur. Les habitants n'applaudissent ni armée ni slogan. Ils saluent une écriture nouvelle, hésitante, mais enfin locale. La vidéo insiste sur ce point. Ce n'est pas un mur, mais un socle. Chaque signature est une brique. Chaque poignée de main, une poutre. La structure prend forme. À l'extérieur, les réactions fusent. Paris parle de rupture. Washington évoque l'incertitude. Moscou y voit une opportunité. Mais dans les rues d'Agadez, de Bamako ou de Bobo-Dioulasso, le ton est autre. Dignité, patience, continuité. Les recrues s'entraînent différemment. Elles apprennent à coder, à piloter des drones artisanaux, à gérer des réseaux énergétiques. Les hangars deviennent salles de classe. Les batteries solaires remplacent les générateurs. La sécurité change de nature. Moins d'avant-postes, plus de maillage. Les effets s'étendent au-delà de la politique. Des ateliers recyclent des douilles pour en faire des sculptures. Des clubs de robotique réparent, modifient, inventent, des collectifs féminins créent des unités de cybersécurité.
Le récit prend un autre rythme, plus large. Des corridors d'énergie renouvelable émergent, des champs solaires remplacent des bases étrangères. Les budgets respirent, les dépendances reculent. Les hubs numériques d'Ouagadougou développent un logiciel, MOSI, destiné à traquer la désinformation, ciblant les décisions africaines. Les rapports produits modifient les équilibres médiatiques. Les étudiants de Niamey transforment des conteneurs en desert labs. Ils chauffent au soleil, ils vibrent d'idées. Les artistes de Bamako peignent des fresques où les dirigeants sahéliens, dont Ibrahim Traoré, tiennent des plans plutôt que des armes. La région cesse d'être représentée comme un champ de crise et devient un chantier d'autonomie. La bascule n'est plus hypothétique. Elle est déjà en marche. La vidéo expose d'abord un écart simple mais structurant. Avant 2020, la quasi-totalité des outils énergétiques installés dans les villages provenaient de l'étranger, alors qu'entre 2021 et 2023, une part notable est issue de coopératives locales. Ce baseline delta fonctionne comme un révélateur. Il ne s'agit pas d'un renversement massif, mais d'un glissement suffisant pour modifier les coûts, les dépendances et les habitudes communautaires. Chaque panneau posé par une équipe villageoise réduit la charge logistique et renforce la capacité des familles à planifier leurs besoins sur plusieurs saisons. Le changement paraît modeste sur le papier, mais il transforme la temporalité du quotidien. Le deuxième indice chiffré concerne la circulation des données. Là où, il y a quelques années, seules quelques applications rudimentaires circulaient dans une poignée de villages, on compte désormais des dizaines d'outils communautaires suivant l'eau, les semences ou les déplacements des troupeaux. Cette augmentation demeure hétérogène, mais elle traduit une maîtrise nouvelle des informations utiles aux décisions locales, qu'il s'agisse d'irrigation, de déplacement ou d'arbitrage commerciaux. La vidéo montre que cette diffusion, même incomplète, modifie la hiérarchie des savoirs disponibles pour les habitants. Les anciens comparent intuitivement ces flux numériques aux convois de marchandises d'hier. L'un apporte de la donnée, l'autre apportait de la dépendance. Le troisième jalon concerne la formation technique. Selon le récit, une cohorte de jeunes recrues, non pas des centaines, mais un ensemble suffisamment large pour marquer une tendance, est désormais entraînée à coder, à sécuriser des réseaux et à piloter des drones artisanaux. Ce volume n'est pas présenté comme un chiffre exact, mais comme un ordre de grandeur indiquant une montée en compétences réelles. Chaque recrue formée devient un maillon qui relie sécurité, énergie et infrastructure numérique dans un même ensemble cohérent. Ce n'est pas la taille de la cohorte qui importe, mais l'effet multiplicateur produit par les transmissions internes. Ces trois mouvements quantifiés produisent un schéma d'ensemble. Moins d'importations, plus de production locale, plus d'outils numériques conçus sur place, plus de compétences techniques enracinées dans la région. La vidéo insiste sur cette cohérence. La transformation ne se lit pas dans un graphique, mais dans la manière dont ces deltas s'imbriquent dans la vie quotidienne. Une coopérative solaire réduit l'incertitude énergétique, ce qui permet à un atelier de s'équiper. Un atelier équipé facilite l'expérimentation. Une expérimentation réussie ouvre la voie à d'autres projets. Un ensemble de projets crée un tissu de décision qui, à terme, influence les choix politiques. Ce sont ces chaînes courtes qui expliquent pourquoi les décisions prises autour d'Ibrahim Traoré et de ses homologues résonnent différemment dans les villages qu'auparavant. Le récit précise aussi que les chiffres ne suffisent pas. Le Sahel passe d'une logique de crise à une logique de connaissance. Les données issues des applications rurales donnent aux paysans une visibilité saisonnière. Les coopératives énergétiques donnent aux familles un rythme plus stable. Les formations
donnent aux jeunes une prise sur des outils qui, hier encore, leur échappaient. En réunissant ces 3 paliers, énergie, données, compétences, la vidéo montre une région qui commence à peser sur sa propre trajectoire. 2 lectures opposées s'affrontent dans l'analyse du tournant sahélien présenté par la vidéo. La première insiste sur les risques. Elle voit dans l'alliance une possible substitution de dépendance, un échange entre anciennes tutelles et nouveaux partenaires aux intérêts asymétriques. Selon cette perspective, les fragilités économiques, l'insécurité persistante et la pression climatique constituent un terreau instable où toute tentative d'autonomie pourrait se fissurer rapidement. L'argument souligne également la crainte d'un isolement diplomatique, d'un repli qui limiterait les marges de manœuvre régionales. Enfin, certains observateurs redoutent que les symboles d'indépendance servent de paravent à des pratiques autoritaires où la souveraineté deviendrait un slogan plutôt qu'un cadre de responsabilité. La seconde lecture adopte une position inverse. Elle considère que le pivot observé n'est pas une rupture brutale, mais une fondation progressive. Dans cette optique, les initiatives locales, ateliers de drones, coopératives solaires, hubs numériques, témoignent d'un renversement de méthode plutôt que d'un changement de façade. L'autonomie ne se décrète pas, elle se fabrique. Ce camp souligne que chaque outil conçu sur place réduit l'espace dans lequel des acteurs extérieurs imposaient auparavant leurs priorités. Plus le code est écrit localement, moins la dépendance technologique pèse. Plus l'énergie est produite par des coopératives, moins la logistique étrangère domine. De même, les récits se recomposent à mesure que les habitants créent leurs propres outils de vigilance, comme le logiciel Mozi destiné à suivre la désinformation ciblant la région. Le Stillman exige de confronter les deux approches en attribuant le meilleur crédit possible à chacune. Les inquiétudes sur les risques d'isolement et de nouvelles tutelles s'appuient sur des précédents réels et ne relèvent pas d'une imagination anxieuse. Pourtant, la vidéo fournit un contrepoint tangible. Les réponses sahéliennes ne reposent pas sur un romantisme politique, mais sur une accumulation d'actes concrets répétés dans des classes, des ateliers et des villages. Ce ne sont pas des slogans, mais des pratiques. L'enjeu n'est pas d'accélérer à tout prix, mais de maintenir l'initiative locale comme principe directeur. Face aux mises en garde, la dynamique décrite montre une région consciente des pièges, mais décidée à tester par elle-même les limites de son propre projet. La rupture change silencieusement d'échelle. Cette phrase, placée en ouverture du midpoint, signale un basculement moins visible que les images de drones ou les scènes de signature politique. Le récit montre qu'au cœur de la transformation, ce n'est plus seulement l'alliance militaire ou énergétique qui compte, mais le déplacement du pouvoir vers ceux qui maîtrisent les flux d'informations. Autour d'Ibrahim Traoré et de ses homologues, une génération formée au numérique, à la robotique et à la cybersécurité comprend que la souveraineté dépend autant des circuits que des frontières. Les salles de classe deviennent des postes d'observation. Les ateliers deviennent des laboratoires de contrôle des récits. Les hubs numériques transforment chaque donnée collectée, chaque application partagée en micro-briques de pouvoir. La vidéo insiste. Pendant longtemps, la liberté s'est mesurée en drapeau et en base. Désormais, elle se mesure en stockage, en serveur, en ligne de code. Ce pivot conceptuel constitue la révélation médiane. Le Sahel n'essaie plus seulement de tenir son territoire, il tente de protéger son imaginaire. Ce changement déplace l'enjeu de la simple résistance vers une capacité de conception. Quand une région commence à produire ses outils cognitifs, les dépendances les plus anciennes se fissurent. Le spectateur comprend alors que la bataille n'est pas seulement géographique, mais mentale. Les conséquences du tournant sahélien se lisent d'abord dans la vie des citoyens ordinaires, dans la vie des citoyens ordinaires. Dans les villages alimentés par des coopératives solaires, les soirées ne sont plus dominées par le bruit des générateurs,
mais par une lumière stable produite localement. Les familles ajustent leurs activités, les enfants étudient plus tard, les mères gèrent des micro-entreprises, les anciens suivent de l'actualité sans dépendre d'un poste importé. Cette continuité énergétique transforme la routine, renforçant un sentiment de dignité qui semblait inatteignable quelques années plus tôt. Du côté des États sahéliens, du côté des États sahéliens, l'impact prend la forme d'une capacité nouvelle à articuler les priorités sans passer par des filtres extérieurs. Les décisions sécuritaires, énergétiques ou technologiques s'appuient désormais sur un socle commun, ce qui offre une cohérence stratégique longtemps absente. Lorsque des responsables comme Ibrahim Traoré affirment que l'avenir ne sera plus sous-traité, ils traduisent cette idée. L'autonomie n'est pas une séparation, mais une base de négociation. Les alliances deviennent des outils d'ajustement, non des réponses dictées par l'urgence. Pour l'économie locale, dans l'économie locale, la mutation est fragile mais palpable. Les hubs numériques, les ateliers de réparation avancés et les collectifs de développeurs créant un tissu d'activité inédit où prototypes, logiciels et solutions artisanales circulent. L'exportation de matières premières s'accompagne d'un échange d'idées et de micro-innovations, ce qui retient sur place des talents qui, autrefois, n'avaient d'autre horizon que le départ. Cette production modeste mais régulière confère à la région un rôle inattendu, celui d'un laboratoire de faisabilité plutôt qu'un simple réservoir de ressources. Enfin, pour le regard extérieur, dans le regard extérieur, les conséquences sont essentiellement symboliques mais lourdes de portée. Les chancelleries, les think tanks et les médias commencent à décrire le Sahel non plus comme un théâtre de contre-insurrection, mais comme un prototype d'autonomie stratégique africaine. Les requêtes liées à Burkina Faso News, Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Ibrahim Traoré Interview ne visent plus uniquement les crises. Elles cherchent désormais à comprendre la cohérence d'un projet régional. Ce changement ne supprime pas les stéréotypes, mais il les fissure, en introduisant un doute sur les cadres d'interprétation utilisés depuis des décennies. Ces effets multiples ne composent ni un triomphe ni un échec. Ils incarnent une transition. Le Sahel apparaît comme un espace où décisions politiques, ateliers d'innovation et infrastructures communautaires s'imbriquent pour produire une forme de continuité nouvelle. Le réel n'est pas transformé d'un coup. Il se réorganise par sédimentation, par l'ajout patient de pratiques et d'usages. La vidéo suggère que cette cohérence n'est pas encore consolidée, mais qu'elle est suffisamment nette pour obliger le monde à réviser ses attentes. Les 6 à 12 prochains mois se dessinent comme un espace d'incertitude maîtrisé, où plusieurs trajectoires restent ouvertes sans exclure les autres. Le scénario de base repose sur la continuité des dynamiques déjà visibles. Les coopératives solaires consolident leurs installations. Les hubs numériques stabilisent leurs outils. Les unités formées au codage et au pilotage de drones renforcent leurs méthodes. Les infrastructures locales gagnent en robustesse mais sans bond spectaculaire. Les villages conservent la lumière, les ateliers perpétuaient leur réparation, les applications circulent entre régions. La cohérence reste progressive. Un maillon se renforce mais ne transforme pas encore l'ensemble. Dans ce scénario, l'Alliance poursuit son développement administratif, construit un cadre de coordination minimale et maintient un niveau de dialogue régional suffisant pour éviter les ruptures. Le scénario optimiste voit les initiatives se multiplier plus rapidement que prévu. Les corridors d'énergie renouvelable s'étendent vers de nouvelles zones. Les conteneurs transformés en Desert Labs attirent un afflux de jeunes techniciens. Et les outils de traque de la désinformation deviennent des références régionales.
Les coopérations intra-africaines se densifient. Des équipes partagent des protocoles, des programmes de formation, circulent d'un pays à l'autre et les ateliers artisanaux produisent des prototypes utiles à plusieurs secteurs. Ce scénario amplifie la dynamique déjà en cours, non pas une révolution soudaine, mais une montée en capacité qui surprend par sa constance. La région devient un terrain où l'on vient observer, apprendre, collaborer. Le pire scénario ne repose pas sur un effondrement spectaculaire, mais sur une fatigue accumulée. Des tensions politiques pourraient ralentir les projets, les difficultés logistiques disperser les efforts, et des pressions extérieures réactiver d'anciennes dépendances. Les coopératives manqueraient de pièces, les ateliers de continuité énergétique, les hubs numériques de stabilité. Les initiatives resteraient vivantes mais fragmentées, incapables de créer l'élan nécessaire pour franchir une nouvelle étape. Dans cette configuration, le Sahel verrait son projet réduit à une promesse inachevée plutôt qu'à un modèle. Entre ces trois trajectoires, un principe demeure. La valeur de chaque décision dépend de sa capacité à renforcer l'initiative locale, même de manière minimale. Adopter cette grille de lecture, c'est éviter deux pièges: l'enthousiasme aveugle et le pessimisme mécanique, pour suivre ce qui change réellement. Le récit touche d'abord les jeunes Africains, qui constituent un premier groupe de lecteurs, ceux qui reconnaissent dans le Sahel un miroir de leur propre dilemme. Pour un étudiant de Lagos, d'Abidjan ou de Dakar, la tension entre dépendance et invention n'est pas abstraite. Elle traverse chaque choix d'orientation, chaque projet esquissé dans un café, chaque hésitation entre départ et ancrage. La vidéo leur offre une scène familière où l'ingéniosité quotidienne devient une ressource stratégique. En observant des ateliers de drones, des coopératives solaires et des hubs numériques, ils voient une possibilité d'agir dans des environnements souvent décrits comme limités. Le récit s'adresse aussi aux membres de la diaspora, qui forment un deuxième ensemble de lecteurs. Ils ressentent une forme d'inconfort face à des décennies de politiques extérieures qui ont encadré le Sahel comme une zone d'intervention. Pourtant, la fierté surgit en parallèle, celle de voir des habitants reprendre la main sur les récits, les infrastructures et les décisions. Les images d'écoles éclairées localement, de logiciels conçus sur place ou de laboratoires bricolés résonnent avec des questions identitaires profondes. Elles rappellent que l'éloignement n'efface ni le lien ni la responsabilité. Les observateurs internationaux, représentant un troisième ensemble d'observateurs, reçoivent, quant à eux, une invitation à ajuster leurs outils d'analyse. Journalistes, chercheurs, diplomates et analystes découvrent un tableau moins binaire que celui auquel ils étaient habitués. La vidéo suggère qu'il ne suffit plus de suivre les opérations militaires ou les flux d'aide, il faut intégrer les innovations techniques, les usages communautaires et les nouvelles formes de coordination régionale. Comprendre cette mosaïque revient à repenser ce qui constitue réellement un levier de stabilité. Ces trois publics, différents par leur distance et leurs priorités, sont cependant reliés par un même fil: l'idée que la transformation du Sahel ne relève ni du mythe ni du miracle, mais d'une somme de pratiques qui obligent chacun à réviser sa manière de regarder la région. La vidéo propose ensuite une trajectoire concrète pour transformer l'élan sahélien en politique durable. Elle commence par un principe simple: ancrer chaque décision dans la capacité locale plutôt que dans des modèles importés. Autour d'Ibrahim Traoré, cette logique se traduit par une série d'étapes que la région peut structurer sans attendre un soutien extérieur. Première étape: connecter les lieux de compétences. Les hubs numériques, les ateliers artisanaux, les écoles rurales et les unités de formation doivent disposer d'un espace régulier d'échange. Des rencontres trimestrielles permettent de synchroniser besoins, prototypes et contraintes. La progression se mesure par le nombre de projets adoptés simultanément
dans plusieurs localités. Deuxième étape, sécuriser les récits et les données. Les outils comme Mosi doivent être consolidés, adaptés et partagés entre villes. L'objectif est d'identifier plus vite les campagnes de manipulation et de renforcer la confiance dans l'information locale. L'impact se lit dans le raccourcissement du temps de détection et dans la capacité des habitants à vérifier des sources. Troisième étape, professionnaliser la formation technique. Il s'agit d'étendre l'apprentissage du codage, de la gestion énergétique et de la cybersécurité au-delà des centres urbains. Des sessions modulaires, organisées tous les 2 mois, permettent de créer un socle commun entre militaires, enseignants, agriculteurs et techniciens. L'efficacité se mesure à travers la multiplication des ateliers capables d'entretenir leurs propres équipements. Quatrième étape, recalibrer les partenariats extérieurs. Chaque accord signé doit respecter le principe directeur. L'avenir ne doit pas être défini ailleurs dans sa totalité. Les coopérations utiles sont celles qui renforcent l'autonomie de production, de données ou d'énergie. Le résultat se vérifie par la réduction progressive des dépendances identifiées. Ce parcours ne promet pas une transformation instantanée, mais il fournit un cadre où l'expérience locale reste le moteur principal. Le récit revient alors vers les silhouettes discrètes qui avaient guidé la compréhension initiale. Le vieux commerçant de Ouagadougou et le mécanicien qui transformait un ventilateur brisé en drone, hésitant. Leur présence forme le fil qui relie l'ingéniosité individuelle aux ambitions régionales, comme si les gestes répétés dans leurs ateliers modestes avaient préparé le terrain bien avant que les alliances politiques ne soient même signées. Les lumières stables des écoles rurales, issues des coopératives solaires, prolongent cette même logique, un progrès qui naît d'un effort patient plutôt que d'un choc spectaculaire. Autour d'Ibrahim Traoré, ces scènes prennent une résonance particulière. Elles montrent que les décisions politiques ne flottent pas dans l'abstraction, mais reposent sur un socle d'actes concrets accomplis par des mains anonymes. Le mécanicien qui soude, la mère qui coordonne une coopérative, l'étudiant qui installe un logiciel de suivi, chacun incarne une part de l'avenir en construction. Ce sont ces trajectoires ordinaires extraordinaires que la vidéo rattache au chantier collectif du Sahel, comme si la région redécouvrait sa propre capacité à tisser des continuités là où l'on n'attendait que des crises. Au terme du récit, une impression domine: la cohérence se construit acte après acte. Le récit se clôt sur un appel discret, sans injonction, mais avec une invitation à regarder autrement ce qui se joue dans le Sahel. Les ateliers improvisés, les coopératives solaires et les hubs numériques ne constituent pas seulement des initiatives locales. Ils forment un langage commun, une manière de dire que la liberté s'écrit dans les pratiques quotidiennes plutôt que dans les slogans. Les spectateurs qui suivent ce type de récit, qu'ils vivent sur le continent ou ailleurs, peuvent y trouver un espace de dialogue plutôt qu'un simple tableau d'événements. Les images d'écoles éclairées, de drones artisanaux et de données circulant entre villages ouvrent des chemins de compréhension partagés. Cet appel n'exige ni adhésion ni enthousiasme. Il propose seulement de reconnaître l'effort patient qui soutient les mutations décrites. La vidéo suggère que chacun peut affiner son regard, non pour célébrer ou condamner, mais pour percevoir ce que la région tente réellement de construire. Ce déplacement du regard, s'il est adopté collectivement, pourrait transformer la manière dont les futurs récits africains seront imaginés, interprétés ou discutés,